Bienvenue dans ce nouveau top 5 des gauchistes de la semaine. J'espère que vous êtes confortablement installés. Ils se sont donnés pendant ces derniers jours. Ils ont tout fait pour intégrer le classement. Ils sont 5 à avoir été choisis par mes soins. Et on commence immédiatement, allez, par le cinquième de cette édition avec Émeric Caron. Le voici. Alors pourquoi j'ai choisi Émeric Caron? Parce que vous le voyez dans ce tweet, il félicite des gendarmes qui ont protégé sa personne, mais aussi l'ensemble d'une université d'été de son mouvement Révolution écologique pour le vivant. Les gendarmes ont donc protégé toute cette joyeuse bande de gauchistes contre les chasseurs. C'est en tout cas ce qu'il nous raconte dans ce tweet. Quand les gendarmes se comportent mal, voire très mal, comme à Sainte-Soline, on le dénonce et on le condamne. Quand ça se passe bien, on le dit aussi. Face à l'hostilité des agriculteurs, des éleveurs et des chasseurs qui chaque jour sont venus en nombre perturber l'université d'été, avec pour certains d'entre eux la volonté de l'empêcher, les gendarmes ont été mobilisés jour et nuit pour protéger notre site et empêcher que les protestataires viennent au contact direct de nos militants comme certains ont essayé. Résultat, 0 blessé et l'université a pu se tenir, ça se signale. Alors là, c'est assez énorme. Il y a plein de choses à dire. Premièrement, on va parler de la menace. Les vilains agriculteurs ultra-violents qui étaient là clairement pour en découdre avec Émeric Caron et ses sbires, avec les pires intentions du monde, qui n'ont été, si on en croit ce tweet, maintenus à l'écart que par l'exploit héroïque des gendarmes. Regardez un petit peu cette photo qui est prise par un écologiste, où on voit derrière lui les agriculteurs qui sont là en train de protester, et on se rend compte déjà à première vue que ça n'a pas l'air non plus d'être l'ultra-violence. Est-ce que ce sont des Black Blocs? Non, pas vraiment. Est-ce qu'ils sont armés de pierres, de matraques, etc. Pas du tout. Il y en a un qui a une corne pour faire du bruit. Donc vous voyez que c'est pas l'ultra-violence en face. Dans cet article de la presse locale, on se rend compte que effectivement, c'était tout simplement bon enfant. Alors bon enfant, dans le sens où ils ont fait du bruit, effectivement, pour perturber l'université d'été du mouvement d'Émeric Caron, mais il y avait évidemment aucune violence, et la présentation d'Émeric Caron est quand même extrêmement fallacieuse. On voit des femmes, des moins jeunes, des jeunes, bref, tout le monde, je le redis, mais c'est important, il n'y a pas de visage masqué, donc il n'y a pas de volonté de commettre des actes illégaux et violents. Mais ça n'empêche pas Émeric Caron de jouer aux résistants, en disant les gendarmes nous ont protégés de l'immonde menace fasciste des chasseurs. Autre chose qui est quand même assez incroyable dans ce tweet, c'est la glorification des gendarmes. Voilà. Tous ces gens qui, à gauche, appellent continuellement à l'abolition de la police, qui fustigent les gendarmes, comme Émeric Caron le fait, à Sainte-Soline, par exemple, mais sans se rendre compte qu'à Sainte-Soline, pourquoi les gendarmes ont agi avec violence? Mais parce qu'en face, il y avait de l'ultra-violence avec des gens venus pour en découdre, masqués, avec des armes, etc. Donc, faire le parallèle en disant quand ils se comportent mal à Sainte-Soline, on le dit, mais quand ils se comportent bien, on le dit aussi, c'est abusé. Voilà, c'est clairement de l'hypocrisie totale, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes protestataires qu'il y avait à Sainte-Soline et ici, en marge de la réunion d'Émeric Caron. Enfin, je veux dire, c'est une malhonnêteté incroyable de le dire. Et puis, quand même, voilà, l'abolition de la police réclamée par nombre de personnes au sein du Front populaire. On ne peut pas être à la fois contre la police en tant qu'institution en parlant du racisme systémique, des violences contre les manifestants, etc. Puis là, dire, ah bah tiens, quand ça va dans mon sens, c'est ok, quoi. C'est comme ces gauchistes qui se disent tous contre la police, mais qui appellent quand même le commissariat quand ils viennent de se faire voler quelque chose. C'est pas hyper cohérent. Alors, petit focus rapide quand même sur cette université d'été, avec la présence de Philippe Poutou. Et ils sont là, Émeric Caron et lui, à bien rigoler, à goûter du fromage végétal, bon, vous voyez un peu l'idée. Tout sourire, c'est la bonne ambiance. Mais enfin, Philippe Poutou, qui lui est pour l'abolition de la police, hein, ou alors sa diminution la plus grande possible. Bon, mais le NPA et Philippe Poutou, après le 7 octobre, les attentats du Hamas contre les Israéliens, ils ont commis une série de tweets, un communiqué public, qui non seulement ne condamnait pas les actes du Hamas, mais qui les saluait. D'accord? Donc c'est avec cette personne-là qu'Émeric Caron apparaît tout sourire. Les chasseurs, ils les détestent. Par contre, les gens à la Philippe Poutou, pas de problème. Philippe Poutou, il est sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme, ce qui l'a pas empêché d'être candidat NFP et de s'afficher donc avec notre ami Émeric Caron. Je peux vous dire que là, c'est tout simplement abominable de voir ça. Vraiment, le deux poids, deux mesures
Il est fou. Donc pour l'ensemble de tout ça, j'ai décidé de mettre Aymeric Caron à la 5e place de ce top 5 des gauchistes de la semaine, et je pense que c'est assez mérité. En 4e position de ce classement, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, figure du Front Populaire également, qui a déclaré récemment au grand jury RTL Le Figaro: on est à un moment de tension qui est grave dans ce pays. Ça devient invivable. On construit une société dans laquelle on va vivre face à face plutôt que côte à côte. Je ne veux pas de cette société. La tension, côte à côte, face à face, etc. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bon, alors, il y a des tensions entre gens de gauche et de droite, pourquoi pas. Mais il y a aussi des mots ici qui nous rappellent la séparation ethno-culturelle de la France. Je veux bien sûr parler de cette tirade: on va vivre face à face plutôt que côte à côte, ce qui fait directement écho à une tirade de Gérard Collomb. C'était au moment de son départ du poste de ministre de l'Intérieur, sous les yeux d'Édouard Philippe, qu'il lâche une bombe, vraiment quelque chose qui avait été remarqué, hein, évidemment, par tout le monde et qui avait choqué jusqu'à la gauche. Hein. Il avait déclaré: si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille au Mirail à Toulouse, à ceux de la couronne parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est que la situation est très dégradée et le terme de reconquête républicaine prend là tout son sens, parce qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. Et il continue: il faut une vision d'ensemble, car on vit côte à côte, et je le dis, moi je crains que demain, on ne vive face à face. Nous sommes en face de problèmes immenses. Et donc, il y a là-dedans, clairement, un rappel de ces mots-là de la part de Marine Tondelier. Et en fait, je la mets à cette place-là parce que tout ça illustre parfaitement une conscience de la part de la gauche qu'il y a des affrontements communautaires au sein des communautés immigrées. Ils le savent que les Tchétchènes et les Maghrébins, ça peut quand même partir en vrille. Ils savent que les Subsahariens et les Maghrébins, ça va pas. Ils savent que même au sein des Maghrébins, entre les Algériens et les Marocains, c'est la guerre. Bref, les gauchistes, au fond du fond, ils savent pertinemment qu'il y a un immense problème civilisationnel qui nous attend, parce que nous sommes en train d'importer chaque année des centaines de milliers d'extra-européens qui vont créer des troubles énormes. Et ça, ils en sont conscients, parce que ce soit Marine Tondelier ou Gérard Collomb, bon, au fond, ils ont compris. Mais parce que l'idéologie de gauche est encore plus forte que ce pressentiment qu'ils ont, bon, nous, c'est pas un pressentiment, hein, c'est une certitude, parce que quand on a un cerveau en état de fonctionnement qui n'est pas gangréné par l'idéologie de gauche, bon, on voit bien que le vivre ensemble, ça a quand même d'énormes limites, et que, à la limite, sur un échantillon très petit de population, pourquoi pas la fameuse assimilation? Bon, c'est évidemment, il y a un tout petit pourcentage, ça peut s'envisager à la marge. Mais là, on parle de chiffres, on parle de millions et de millions de personnes, donc ça ne peut pas fonctionner, évidemment. Bon, mais à gauche, il y a quand même ce pressentiment-là, mais malgré tout, ils continuent à nous imposer leur idéologie, leur vision totalement utopique, déconnectée du réel de la société. Et ce genre de petites phrases, ça nous montre qu'ils savent, mais malgré tout qu'ils continuent à nous ensevelir sous l'immigration extra-européenne. Donc pour moi, ça a sa place dans ce top 5 des gauchistes de la semaine, surtout que ce sont les mêmes qui nous font des leçons sur oui, il y a des tensions politiques, le climat se dégrade en France, on n'arrive plus à se parler, etc. Alors que Marine Tondelier et tous ses amis, ce sont des gens qui ne tolèrent pas la droite, qui vont jusqu'à refuser de serrer la main des députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, ce qui est du théâtre total. Donc ils ont un message qui dit qu'il ne faut pas de division, mais en même temps ils divisent. Ils ont un message favorable quant à la diversité, etc., mais ils ne tolèrent pas la diversité d'opinion. Voilà. Donc, c'est insupportable. 4e place, méritée. Et juste avant de découvrir le podium de ce classement, un petit mot pour Ideoshock, partenaire Sunrise, que je vous encourage vivement à tester. Vous avez un code promo d'ailleurs en description de cette vidéo. Ideoshock est une plateforme de podcast qui permet d'avoir à disposition un condensé, la substantifique moelle d'ouvrages de premier ordre pour quiconque s'intéresse aux idées, à la philosophie, à l'histoire, etc. Tout ce qui a trait à la civilisation européenne. Ce sont des résumés d'ouvrages, mais des résumés premium vraiment, qui permettent de gagner énormément de temps et qui permettent même, pour ceux qui ont déjà lu un ouvrage, d'avoir un deuxième regard vraiment très positif. Personnellement, j'adore, donc je vous conseille évidemment de regarder tout ça et de tester. Vous avez une plateforme donc en ligne avec à la fois ce condensé de lecture au format audio, mais également au format texte, ce que j'apprécie beaucoup. Et vous avez des dizaines d'ouvrages
un ouvrage supplémentaire par semaine. Le dernier paru, c'est Jules César par Joël Schmitt. Vraiment, je vous encourage vivement à tester. Vous allez voir, c'est vraiment de la très grande qualité. Et je peux vous dire que ça va vous être très utile. Voilà. On est parti pour la 3e place de ce podium avec Lucie Castet, que vous commencez peut-être à connaître un peu mieux. Elle était déjà présente dans le précédent top 5 des gauchistes de la semaine. La voilà de retour, très en forme, très en forme. Lucie Castet, qui est pressentie pour être possiblement une première ministre. Front populaire, bon, vraisemblablement, ça sera absolument pas le cas. Il y a des tractations à l'instant même, là où j'enregistre cette vidéo, donc je ne sais pas si elle sera nommée. De toute manière, sa nomination serait tellement éphémère que ça n'aurait pas d'importance. Et surtout que Lucie Castet, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que vous allez voir, c'est assez malheureux, elle est là pour durer. Comme le note Le Monde, avec Lucie Castet, la gauche pense le coup d'après, Matignon ou pas. Alors, on va découvrir un peu plus qui est Lucie Castet avec cette vidéo. Je voulais vous la découper pour passer certains moments plutôt que d'autres, mais en fait, tout est génial. Donc, on va la regarder d'un bloc et on va la commenter ensuite. Il faudra remettre au cœur de nos débats la question du consentement à l'impôt. Récemment, j'ai lu, il y a une étude, je ne sais pas si vous connaissez, qui sort tous les ans sur est-ce que les Français sont d'accord pour payer plus ou moins d'impôts. Et bien, pour la première fois dans l'histoire de cette étude, qui je crois existe depuis un peu plus de 10 ans, les Français ont dit en majorité qu'ils étaient d'accord pour payer plus d'impôts si à condition que ça conduise à une amélioration des services publics. La bifurcation écologique et la planification écologique impliquent des moyens supplémentaires. Et des moyens supplémentaires, ça veut dire des recettes supplémentaires pour la puissance publique pour pouvoir financer la transition. On a besoin d'investissements massifs dans la transition écologique et ces investissements, ils doivent être financés par le privé, mais aussi par le public, par l'intermédiaire de l'impôt, par l'intermédiaire du levier fiscal, et je pense qu'il faut l'assumer. Emmanuel Macron est prêt à te nommer première ministre si tu promets de ne pas toucher un seul cheveu des milliardaires. Alors j'étais venue avec ma tondeuse, donc si tu veux, je pense que il a pas osé poser la question. Quand on régule, quand on travaille pour l'État, quand on écrit les règles qui s'appliquent notamment aux entreprises, on a besoin d'expertise extrêmement pointue sur le domaine qu'on régule. Or, il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires, je l'assume totalement, il y a de le dire, il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires. Sur les multinationales, je pense qu'il faut, pardon, je le dis beaucoup, mais c'est parce que j'y crois vraiment, soyez-en sûrs, il faut un changement de méthode. Là où on a Bruno Le Maire qui va voir toutes les sociétés, toutes les grandes entreprises de distribution, les supermarchés, les hypermarchés, pour leur dire « s'il vous plaît, n'augmentez pas trop vos prix », je pense qu'il faut passer par un levier qui est différent, c'est celui de la régulation. Et il faut assumer le fait que le rôle de l'État et le rôle de la puissance publique, c'est de réguler. Je pense qu'il faut davantage réguler les médias, je pense qu'il faut aussi davantage réguler les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites non pas, qui sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait ils regardent CNews et que sur CNews c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. Enfin c'est véridique, les gens disent ça et c'est parce qu'ils regardent CNews, et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse et les médias. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Alors premièrement, elle nous parle du consentement à l'impôt et du fait que, alors ça c'est assez extraordinaire, que les Français seraient d'accord pour payer plus d'impôts, si tant est que les services publics fonctionnent mieux. Bon, alors là je suis très étonné. Elle parle d'une étude, elle est très floue. Et généralement, quand il y a autant de flou, ça veut dire ce que ça veut dire. Sur Twitter, on a Paul Sébi, qui est un spécialiste en analyse de l'opinion, qui était chef de groupe IFOP, qui s'est interrogé lui aussi parce que il n'a pas compris ce qu'elle voulait dire par là. La réalité, c'est que, ce sont ses dires, les Français veulent-ils vraiment plus d'impôts? Loin de là. 75% jugent que les impôts sont trop élevés en France. 76% jugent que les cotisations sociales sont trop élevées. Et 63% des Français interrogés considèrent qu'ils paient trop d'impôts. Donc ça, c'est un rapport de la Cour des comptes de 2023. Donc on ne sait pas du tout d'où elle sort ces chiffres. Son étude, elle paraît complètement loufoque. C'est-à-dire que oui, tout le monde aimerait bien avoir des services publics qui marchent beaucoup mieux, ça c'est évident, mais avant d'augmenter les impôts, peut-être qu'il faudrait contrôler justement les dépenses publiques. Je crois qu'en France, on est l'un des pays les plus taxés au monde. C'est donc qu'il y a une marge de manœuvre, non pas dans la hausse d'impôts, je crois qu'on est déjà au maximum, mais plutôt dans la gestion des comptes. Voilà. Mais ça, pour une gauchiste, oula, ça c'est un crime de parler comme ça. Elle nous parle d'ailleurs du besoin de recettes supplémentaires pour l'État pour lancer la transition écologique. Bon, alors là, je vous renvoie vers la vidéo
que j'ai faite sur les écolo-gauchistes qui veulent l'apocalypse et qui nous parlent de transition écologique, etc., etc., les décroissances, la sobriété heureuse et compagnie, tout ça, c'est du vent. C'est un discours qui n'a aucune prise avec le réel. Il faut le dénoncer pour ce qu'il est. Je vous renvoie vers ma vidéo pour avoir plus d'infos. Je vous mettrai le lien en description. Mais en gros, pour financer une lubie totale, qui est cette fameuse transition écologique, elle veut augmenter les impôts et de manière massive. Donc là, c'est quand même très très inquiétant. C'est la figure de proue du Front populaire. Je veux dire, ça nous montre un peu l'état de la gauche. On a quoi d'autre qu'elle nous raconte? Elle nous a parlé donc de sa tondeuse pour les milliardaires. Bon, là, c'est facile, c'est un bon mot, on a compris. Mais le problème, c'est que les milliardaires, si jamais vous les tournez, bah, ils s'en vont. Je rappelle quand même que LVMH, Bernard Arnault, investit de manière massive dans le tissu industriel français. Et on l'a vu dans le dernier Nouvelle Vague, il a ouvert sa 25e manufacture pour LVMH. Bon, il emploie des dizaines de milliers de personnes, et sans doute beaucoup plus d'ailleurs indirectement. Un peu de pudeur, amis gauchistes, avant de vouloir tondre les milliardaires, essayez déjà de gérer un petit peu mieux les budgets. Je pense que ça serait déjà une bonne chose. Ensuite, on a un truc complètement dingue, elle nous dit qu'il faut plus de fonctionnaires. Voilà, ça c'est quand même exceptionnel. Alors, pour rappel, la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, je l'avais mise dans le classement parce que son rêve quand elle était au lycée, c'est de faire partie de la fonction publique, d'être fonctionnaire. Drôle de rêve, mais là, on voit que son rêve ultime, une fois qu'elle est rentrée elle-même dans la fonction publique à l'âge adulte, c'est d'en avoir encore plus de fonctionnaires autour d'elle. Bref, c'est de la folie, c'est vraiment du gauchisme pur et dur. C'est assez admirable, finalement, parce que là, elle nous dit les choses. Plus de fonctionnaires, plus d'impôts. Eh, au moins, c'est cohérent. Il n'y a pas de problème. Ensuite, elle nous parle de réguler les multinationales. Quand vous entendez réguler entreprise de la bouche d'un gauchiste, régulation, c'est un mot qui fait plutôt bien, mais en réalité, il faut entendre planification, il faut entendre communisme. Voilà, c'est ça qui est en jeu derrière. Elle veut forcer des entreprises à jouer selon les règles du jeu qu'elle veut leur imposer. Alors, l'État, son pouvoir de régulation, je le comprends et je le trouve positif jusqu'à un certain niveau, mais là, évidemment, quand il s'agit de Lucie Castet, on explose les limites de la normalité et du positif, et on va vers le communisme. Ça, il faut l'avoir en tête. Même chose quand elle dit il faut réguler les médias et les réseaux sociaux. C'est de la censure en réalité qu'elle propose. Enfin, je vous traduis le langage communiste. Hein. La régulation, là, en l'espèce, c'est de la censure, et notamment contre les médias qui n'ont pas la même opinion qu'elle, qui partagent des choses qu'elle ne veut pas entendre, typiquement CNews qui parle du lien entre immigration et délinquance, ça, pour elle, c'est quelque chose qui est diabolique. Donc, là encore, on en revient toujours à la gauche, qui promeut la diversité d'un côté, mais refuse la diversité d'opinion. C'est vraiment insupportable. Et la censure, pour des gens qui se prétendent du camp de la liberté, franchement, c'est déplorable. Et le tout avec cette justification pourrie de dire que les gens votent RN parce qu'ils écoutent CNews. CNews, même si c'est une audience qui est importante dans les chaînes d'information en continu, c'est en réalité une audience marginale. C'est une chaîne qui est très peu regardée quand on prend l'intégralité des Français. Et si les Français votent pour le Rassemblement national, ce n'est évidemment pas à cause de CNews. Ça peut jouer un rôle, mais vraiment à la marge. C'est avant tout parce qu'ils se rendent compte, ils expérimentent ce que c'est le vivre ensemble, cette utopie complètement folle promue par Lucie Castet et ses potes. Et ça fonctionne pas, tout simplement. Ils se voient bien que ça fonctionne pas. Ils en veulent plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils votent à droite. Voilà. Ils votent certainement pas à droite, en tout cas, pour plus d'impôts, plus de fonctionnaires, plus d'immigrés. Ça, c'est certain. Donc, Lucie Castet a tout faux, mais c'est pour vous montrer à quel point elle est dangereuse et à quel point l'idéologie derrière elle, qu'elle exprime de manière assez claire, hein, est dramatique pour notre civilisation. En deuxième position de ce top 5 des gauchistes de la semaine, Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde, ce mouvement dit antifasciste ultra-violent, qui revendique sa violence ouvertement, il n'y a pas de problème là-dessus. Récemment élu député La France Insoumise dans le cadre du nouveau Front Populaire, voilà. Raphaël Arnault qui a multiplié les prises de position ces derniers temps, qui lui valent cette seconde place. On a d'abord eu ce tweet dans le cadre de l'incendie de la synagogue de la Grande Motte. J'en ai parlé dans une vidéo publiée ce lundi sur ma chaîne. Je vous encourage vivement à la regarder parce qu'elle vaut le détour. Voilà son pronostic sur le profil du pyromane. Des groupes suprémacistes multiplient les menaces envers la communauté juive depuis des années et n'hésitent plus à passer à l'acte. Dégageons-les donc. Des groupes suprémacistes. Donc là, évidemment, dans la tête de Bernard Arnault, ce sont des suprémacistes blancs, ce sont des gens de droite, voilà, de l'extrême giga ultra droite. Ce sont de vilains fachos. Bon, sauf que, évidemment, et comme le monde Damien Rieu, et comme j'en ai parlé dans ma vidéo dédiée, évidemment, il s'agit d'un Algérien, 33 ans, situation régulière, connu des services de police, qui a commis ce méfait avec un drapeau palestinien autour de la taille, un kéfier sur la tête. Évidemment, il ne s'agit donc pas
d'un homme de droite, mais bien au contraire d'un extra-européen, d'un immigré fanatisé au moins en partie par le discours de gauche, dont celui porté par Raphaël Arnaud, hein, mais aussi par toute sa petite bande de joyeux lurons, un discours violemment anti-israélien ou anti-sioniste, ce qui donne, in fine, ce genre de choses. Parce qu'en fait, quand les gauchistes disent les sionistes, bon, on a compris que c'était une manière détournée de dire les juifs. Mais donc, ce qui est marrant, c'est que lui, dans sa tête, gangréné par le gauchisme, c'était forcément un vilain facho, le coupable. Donc ça, c'est assez énorme. Alors même que, précisons quand même, si la droite était au pouvoir, ce genre d'acte n'aurait jamais lieu. Parce qu'il y aurait déjà en amont un tri sélectif particulièrement appuyé quant aux gens présents sur le territoire et les personnes susceptibles de faire ce genre d'acte. Il y en aurait quand même une bonne partie qui serait renvoyée chez elles. Et puis en aval, parce qu'il y aurait une telle sévérité judiciaire, enfin c'est même pas une sévérité, il y aurait une normalité judiciaire qui reprendrait enfin cours en France, on en finirait avec le laxisme gauchiste, et donc il y a plein de gens comme ça qui n'oseraient pas passer à l'acte. Mais en tout cas, c'est assez énorme de voir ce pronostic de Raphaël Arnaud. Vraiment, les gauchistes sont tarés. Hein, parce que croire que ça va être un mec de droite qui a fait ça, ça n'a aucun sens. On a également eu un tweet de sa part en réponse à un tweet du collectif Némésis. Donc le collectif Némésis disait « Voici un post que vous ne verrez jamais chez Ercilia Soudet et ses amis de la France Insoumise. Mardi 20 août à Lille, un Guinéen avec un visa étudiant a violé une femme en pleine rue. » Et là, Raphaël Arnaud, il cite le collectif Némésis pour défendre Ercilia Soudet. Depuis toujours, Ercilia Soudet et l'ensemble des féministes luttent contre toute violence sexiste et sexuelle, que ces horreurs se déroulent en pleine rue ou dans un cadre familial proche. Vous, donc le collectif Némésis, vous êtes juste des racistes. Et alors là où c'est extraordinaire, c'est que ce type, élu député, hein, pour vous donner un peu une idée du niveau de certains Français quant à l'intérêt pour la politique et tout, parce que ça n'a aucun sens. Hein. Donc ce député France Insoumise, il se permet de reprendre publiquement le collectif Némésis alors même qu'il existe un enregistrement de menaces de mort à l'encontre d'Alice Cordier, présidente de ce collectif Némésis, faite par Raphaël Arnaud. Il menace Alice Cordier d'une balle dans la tête. Pour vous donner une idée du truc. Pareil, le collectif Némésis, ils ont parfois eu affaire à la jeune garde, hein, dont Raphaël Arnaud est porte-parole, qui les a agressés violemment. Il a lui-même participé à une de ces agressions contre le collectif Némésis il y a quelques années. Donc c'est incroyable le sentiment d'impunité que ce type-là possède. C'est fou. Mais en même temps, il est soutenu par la gauche, alors qu'il est ultra-violent. Bon, regardez-le, là, il reçoit, à l'université d'été de la France Insoumise, il reçoit Lucie Castet, dont on vient de parler, avec Mathilde Panot de dos, bon. Et regardez ça, donc il rigole avec elle, et voilà ce qu'il tweet. Promis, si je finis à l'intérieur, donc ministre de l'Intérieur, il y a certaines fiches qui vont sauter, en référence au fait qu'il soit fiché S. Ce type-là multiplie les provocations en toute impunité. Je rappelle quand même, pour conclure, qu'il ne se contentait pas avec la jeune garde d'attaquer les gens de droite, mais aussi les macronistes. À l'université de Nanterre, on a 5 militants macronistes qui ont été agressés par une dizaine de membres de la jeune garde, nous apprend le Figaro. Enfin, je veux dire, c'est fou. Il y a des militants macronistes qui ont été attaqués par les potes de Raphaël Arnaud, peut-être même, y était-il lui-même, j'en sais rien, c'est tout à fait possible, hein, clairement. Mais malgré tout, il vient donner des leçons à tout le monde. C'est fou, voilà, on marche à l'envers, je sais pas quoi vous dire de plus. Pour conclure ce top 5 des gauchistes de la semaine, on arrive au sommet du classement avec Ercilia Soudet, qui a fait très fort cette semaine, il fallait la récompenser. Alors, il y a eu bien sûr cet incendie de la synagogue à la Grande Motte dont j'ai déjà parlé et que j'ai évoqué en longueur dans une vidéo récemment publiée sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, je disais d'ailleurs, Ercilia Soudet, je garde son cas à part pour le top 5 des gauchistes de la semaine. Donc là, on y est. Voici son tweet de réaction à cet incendie de la synagogue. Toute notre solidarité va à la communauté juive de la Grande Motte, prise pour cible à travers cet acte antisémite. Ayons à l'esprit que cet incendie criminel s'inscrit dans une préoccupante augmentation des attaques visant les lieux de culte. Alors déjà, sur la fin, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? De rapprocher cette attaque contre la synagogue aux attaques contre les lieux de culte. Or, évidemment, un gauchiste, ça parle jamais des attaques contre les églises, hein, évidemment, mais plutôt contre les mosquées. Et donc, l'idée, c'est de dire, les musulmans aussi sont victimes de tout ça, alors même qu'il s'agit d'un Algérien musulman qui a attaqué cette synagogue. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un truc vraiment mesquin là-dedans. Mais surtout, elle nous sort ses plus belles larmes de crocodile pour la communauté juive. Mais comment est-ce possible qu'Ercilia Soudet, qui s'est illustrée de
triste manière à tellement de reprises ces derniers mois quant à la question israélo-palestinienne, comment est-ce possible qu'elle se fende de ce message-là? Je veux dire, l'hypocrisie est totale. Elle a participé, avec plein d'autres, je refais pas la vidéo que j'ai publiée ce lundi, hein, mais elle a participé à légitimer la haine anti-israélienne, anti-sioniste, antisémite dans ce pays. Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Ercilia Soudeh, elle est focalisée sur la question palestinienne, c'est un de ses chevaux de bataille, c'est peut-être même d'ailleurs le seul, hein, parce qu'elle parle énormément de ça et peu du reste. Et regardez ça, le jour d'après, ce message hypocrite de soutien à la communauté juive, elle était apposée avec kéfier sur les épaules et ce message « Stop au génocide, vive la Palestine libre ». Bon, elle était aux universités d'été du NPA, le NPA qui a une enquête pour apologie du terrorisme après le 7 octobre, opération terroriste du Hamas qui avait été saluée par le NPA. Bon, elle est à l'université d'été, tranquillement, et on la voit en photo. Voilà, boycott Israël, apartheid, enfin, vous voyez bien l'hypocrisie totale. Je veux dire, j'ai même pas besoin d'en dire plus. C'est de la folie. Elle a fait une conférence avec notamment Salah Hamouri, qui a été expulsé d'Israël après avoir plaidé coupable dans une sombre affaire de tentative d'assassinat de rabbin. Donc c'est abominable, tout ça. Vraiment, voilà. D'un côté, elle fait semblant de pleurer les victimes juives, et de l'autre, elle va donner, involontairement ou non, je sais pas. Voilà, j'ai des gros doutes là-dessus. En tout cas, elle va donner, involontairement on l'espère, mais j'y crois de moins en moins objectivement, elle va donner des armes, une légitimation à ceux qui veulent agir violemment contre les juifs. Donc c'est atroce. Voilà. On a quoi d'autre aussi? On a ça cette semaine. Elle a déclaré « Le collectif Némésis n'est pas un allié des femmes. Ce collectif utilise uniquement le féminisme pour nourrir le racisme. » Le collectif Némésis lui a répondu avec une analyse, parce que c'est un reproche qu'on fait souvent au collectif Némésis, hein, de parler uniquement des extra-européens. Et en réalité, c'est un mensonge. Il y a une longue analyse statistique qui a été réalisée par un tweetos saturnin, qui a repris chaque prénom qui a été donné sur les publications de Némésis pour voir s'il y avait une différence entre la consonance des prénoms donnés par Némésis et la consonance attendue des prénoms extra-européens ou non dans la criminalité et la délinquance. Bon bref, je vous passe les détails. Mais la conclusion, c'était que non, Némésis ne triait pas ethniquement les prénoms et qu'au contraire, elle parlait de toutes les affaires. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires où des extra-européens sont en cause. Eh ouais, bon, bah ça, c'est un autre problème. Je veux dire, Ercilia Soudeh, dans ce cas-là, faudrait qu'elle en parle. Et justement, quand Ercilia Soudeh, elle est interpellée par le collectif Némésis, qui lui dit, bah voilà, quelque chose dont on parlera, nous, à Némésis, mais dont ne parleront pas les gens de gauche, parce qu'ils ne parlent que des victimes de Français autochtones. Nous, on parle de tout. Et on parle y compris quand il s'agit, par exemple, en l'espèce, d'un Guinéen qui a violé à Lille une femme. Bon. Et voilà la réponse d'Ercilia Soudeh. « Je suis députée par responsable de la rubrique Faits divers. » Alors là, c'est incroyable. Elle est interpellée sur un viol commis contre une femme, et avec un mépris incroyable, elle répond, un, qu'il s'agit d'un fait divers, et deux, va pas en parler parce que sinon, elle a pas que ça à faire, quoi. Elle a évidemment des sujets plus importants qui la préoccupent, comme, par exemple, la Palestine. Là, il y a du temps qui est donné à ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez déjà le mépris de tout ça. Et puis, les faits divers, Ercilia Soudeh et toute sa bande, comme le note le collectif Némésis en réponse, l'affaire Naël, là, ils en ont parlé. Il n'y avait pas d'excuse, c'est un fait divers, etc. Bon. Et puis, est-ce que c'est un fait divers, les viols de rue commis en France? Ben non, en fait. C'est un vrai problème de sécurité. C'est de la politique, là c'est concret. Des femmes ne peuvent pas se promener dans la rue en France sans avoir le risque de se faire violer. Et quand en plus de ça, le profil ethnoculturel des violeurs de rue, bah quand même il est sensiblement plus d'un côté de la Méditerranée que de l'autre, bah ça devient également un fait social à prendre en compte. Et bon, mais bon là, comme d'hab, hein, les sociologues de gauche, ça les intéresse pas. Bon. Mais une réponse incroyable, pleine de dédain, insupportable de la part d'Ercilia Soudeh, députée France Insoumise, qui décidément a bien mérité sa première place. Voilà les amis pour ce nouveau top 5 des gauchistes de la semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez soutenir mon combat, qui est aussi le vôtre, vous pouvez me soutenir financièrement via Tipeee, vous avez le lien en description de cette vidéo, et vous rejoignez la communauté Sunrise en contrepartie de ce soutien, avec du contenu exclusif, l'accès à un canal Telegram privé dédié, et puis vous avez aussi la possibilité de me soutenir par un don ponctuel. Merci d'avance et à la prochaine.